Allez, bonjour à tous. Je suis Achille Amou, attaché dirigeant à l'INSP. Je pense que c'est la deuxième fois que je présente un cours. Et donc, ce cours-là porte essentiellement sur l'analyse des données quantitatives. Et donc, nous sommes à un stade où nous avions, en tout cas pour ceux qui vont collecter les données, avant déjà collecté les données, euh, quelles sont les étapes suivantes? Principalement, quelles sont les techniques à utiliser pour le traitement et l'analyse des données pour à la fin pouvoir produire les résultats. Et donc, voici le plan que je vous propose. Nous allons revenir sur quelques notions de base concernant l'analyse des données en santé. En deuxième module, revenir un peu sur la gestion des données. En module 3, vous présenter quelques statistiques descriptives et qu'est-ce qu'il en est de la visualisation des données. En module 4, je vais vous présenter les statistiques en lien avec l'analyse statistique inférentielle. Et en dernier point, disons le module 5, portera sur la présentation et l'interprétation des résultats. Les objectifs du module sont les suivants. Comprendre l'importance de l'analyse des données dans la prise de décision en santé publique, identifier les types de données en santé, connaître les sources de données et leur utilisation. En termes de contenu du module, il s'agira de présenter les concepts de base en statistique appliquée à la santé, les types de variables et les niveaux de mesure, introduire les principaux logiciels de gestion qui sont usuellement utilisés et de présenter la gestion, d'identifier d'abord les types d'erreurs et quelles sont les mesures de correction de ces différents types d'erreurs que nous aurons identifiés. En termes de méthodologie, il s'agira de faire des présentations théoriques, suivi d'exercices pratiques et bien évidemment des échanges sur l'expérience des participants. Mais je rappelle que les exercices vous seront soumis et nous allons de façon pratique faire ces exercices-là lors des séances, des séances de travaux publics, des travaux dirigés, je voudrais dire. Et aussi, il est prévu une autre section sur votre compréhension du cours. Et je pense qu'au cours de cette session, on pourra échanger sur les préoccupations que vous avez, bien évidemment. OK. Donc, il faut savoir que la statistique est un ensemble de méthodes qui servent à organiser les épreuves fournissant des observations, à analyser celles-ci et à interpréter les résultats. Donc, la statistique, c'est l'art et la science de collecter, d'analyser, de présenter, et d'interpréter des données. Elle permet de résumer et d'interpréter une réalité complexe et aide à la prise de décision. Elle décrit et synthétise la réalité, permet de faire passer un message et elle peut servir d'outil de communication. Comment? La présentation des résultats se fait soit sous forme de tableau, sous forme de graphique ou sous forme numérique à travers les moyennes, les statistiques comme les moyennes, les indices, les taux de croissance. Mais c'était que celle-là. L'analyse statistique se subdivise en deux parties. Nous avons l'analyse statistique descriptive qui a pour objectif de décrire, c'est-à-dire de résumer les données ou même de les présenter, de les représenter. L'analyse inférentielle qui, elle, qui regroupe un ensemble de méthodes qui permettent de formuler un jugement.
Et ce que on dit très souvent, c'est que à partir d'un échantillon, on essaie, on, on généralise les résultats à l'ensemble de la population. C'est-à-dire, on fait une étude sur un échantillon, c'est-à-dire une partie de la population, et cette étude-là qui obéit rigoureusement aux critères liés à l'échantillonnage, qui nous permet de pouvoir généraliser les résultats. La population, c'est quoi en statistique? La population, c'est l'ensemble des éléments considérés dans une étude particulière. Et l'échantillon est un sous-ensemble de cette population. Qu'est-ce que l'unité statistique? C'est un élément de la population. Ça peut être les individus, ça peut être des animaux, ça dépend des types d'études. Ça peut être les pays. La population de l'échantillon est décrite selon différents critères. Donc, en cela, la description peut être faite sur des données quantitatives ou bien sur des données qualitatives. Et chaque caractère, bien chaque donnée qualitative ici, peut représenter différentes modalités, comme la variable sexe, qui peut avoir deux modalités, qui a deux modalités, l'homme et la femme. C'est vrai que les choses aujourd'hui semblent bouger un peu, sinon classiquement, le sexe, c'est deux modalités, homme et femme. Et quand on parle d'activité économique, on peut avoir les travailleurs, les chômeurs, les salariés, etc. Et la population peut être découpée en sous-populations selon certaines caractéristiques. Donc, pour avoir l'âge, le sexe, la monnaie, la superficie. Et ça, c'est un critère, c'est quelque chose qu'on observe très bien souvent quand on fait une étude. L'échantillon, on décrit un peu les caractéristiques de la population qui compose cet échantillon. La variable, qui est une propriété commune aux individus de la population que l'on veut étudier. Et cette variable-là peut être qualitative, ou quantitative. Si elle est quantitative, ça c'est juste un rappel, elle peut être continue, c'est-à-dire elle peut prendre toutes les valeurs numériques d'un intervalle déterminé, exemple la taille, le poids, ou elle peut être discontinue ou bien discrète, c'est-à-dire elle ne peut prendre que des valeurs numériques isolées. Par exemple, le nombre de pièces d'habitation, le nombre d'enfants, le nombre de flux endommagés, pour ne citer que cela. La variable peut toujours prendre toujours une seule valeur chaque unité. Les valeurs possibles de la variable sont appelées modalités. C'est un thème que j'ai employé dans les diapos précédentes. Donc, on revient ici aujourd'hui. Les différentes valeurs possibles de la variable sont appelées modalités. Et l'ensemble des valeurs possibles ou des modalités est appelé le domaine de la variable. La modalité, c'est une des formes particulières d'un caractère. La couleur des yeux est un caractère. Donc, ces modalités peuvent être le bleu, le vert, le marron, le rouge. Le paramètre, c'est une mesure caractérisant la variable dans la population. Donc, ça peut être la moyenne, ça peut être les cas types. L'effectif ou la fréquence absolue, c'est le nombre d'apparitions de la valeur associée à un caractère dans un échantillon. La série statistique, c'est l'ensemble des valeurs du caractère avec en regard les fréquences absolues ou relatives correspondantes. Les statistiques des collections de nombres présentés sous forme de tableaux ou de graphiques groupant des observations relatives à un phénomène. La taille de l'échantillon, N, c'est un cardinal de sous-ensemble correspondant. L'enquête, c'est une opération consistant à observer ou mesurer ou questionner une partie ou bien l'ensemble des individus d'un échantillon. Le recensement, c'est une enquête exhaustive qui est supposée interroger tous les individus de l'étude. Le sondage, c'est une enquête dans laquelle l'échantillon observé est un sous-ensemble strict de la population. C'est une enquête non exhaustive.
S'agissant des types de variables, vous avez les variables qualitatives, variables catégoriques, on a les variables quantitatives. On en a déjà parlé, donc je vais passer là-dessus. Je vais passer sur ce diapo aussi, on en a déjà. La question des valeurs manquantes dans les données est cruciale, car elle peut gravement affecter la qualité de l'analyse. L'absence de données peut être problématique, surtout si les valeurs manquantes ne suivent pas un modèle aléatoire. Les données manquantes peuvent entraîner des biais dans les résultats, ce qui nuit à la fiabilité des conclusions. Et donc, un traitement inadéquat des valeurs manquantes peut fausser les estimations et rendre les résultats non représentatifs. Une des solutions couramment utilisées pour traiter les valeurs manquantes est l'imputation des données, où les valeurs manquantes sont remplacées par des estimations basées sur les autres données disponibles. Il existe différentes méthodes d'imputation, comme l'utilisation de la moyenne ou de la médiane, et des approches plus avancées comme les imputations multiples. Il est aussi essentiel de comprendre pourquoi certaines données sont manquantes, afin de déterminer si cela a un impact significatif sur les résultats finaux. Et donc, l'analyse des valeurs manquantes permet d'identifier si ces absences sont systématiques, ok, et de savoir dans quelle mesure elles influencent les conclusions. Et donc, des outils comme SPSS et R proposent des fonctionnalités spécifiques pour gérer les données manquantes, facilitant ainsi le traitement sans compromettre la qualité des analyses. Et aussi les logiciels statistiques SPSS et R, comme je l'ai mentionné, sont des alliés précieux pour gérer efficacement les valeurs manquantes. Les erreurs de saisie des données, souvent causées par des fautes de frappe ou des formats incorrects, sont fréquentes dans la gestion des données. La saisie erronée des données est un problème récurrent qu'on observe bien souvent quand on collecte les données sur le terrain. Et cela peut survenir en raison d'erreurs humaines, comme des saisies incorrectes ou des incohérences même dans le format des données. Ces erreurs peuvent compromettre l'intégrité des données, ce qui entraîne des résultats faussés ou incohérents, je veux dire, dans les analyses. Et ces erreurs de saisie-là peuvent nuire à la qualité des résultats finaux. Donc, cela rend bien souvent l'interprétation des données difficile, voire erronée. D'où l'importance de veiller à ce qu'il y ait moins d'erreurs. Et donc, afin de limiter ces erreurs, il est recommandé d'utiliser des contrôles de validation lors de la saisie des données, comme des listes déroulantes ou des plages de valeurs valides. Une solution efficace consiste à mettre en place des mécanismes de validation en interne, comme l'utilisation de formats de dates et d'heures standardisés. Ça, ce ne sont que des exemples et les modèles de contrôle peuvent varier selon le type de données qu'on a en face de nous. Et donc, la vérification croisée des données saisies, qu'elles soient manuelles ou automatisées, permet de détecter et corriger les erreurs avant qu'elles n'affectent l'analyse. Et l'intégrité des données peut être renforcée par une révision minutieuse effectuée soit manuellement, soit via des processus automatisés. J'avoue que par expérience, c'est souvent fastidieux de faire ce travail. Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est que l'apurement des données est un processus qui peut commencer juste après la collecte des données, mais cet exercice, ça continue, même lorsque nous sommes en train de pouvoir faire les résultats, pouvoir faire sortir les résultats. Donc, c'est un processus qui est continu jusqu'à ce que, on produise les résultats finaux de l'analyse. Et donc, pour revenir aux erreurs des données, comme outil recommandé, il y a des outils comme les formules Excel euh, qui sont particulièrement utilisés pour détecter les incohérences et les erreurs de saisie. Ok. Également, l'utilisation des scripts et des formules
un logiciel comme RSPCS aussi permet d'automatiser la détection des erreurs et de garantir une saisie correcte des données. Donc, tout ceci là est logé dans ce qu'on appelle un système de contrôle des données, la qualité des données. Les incohérences logiques dans les données, telles qu'une date de naissance postérieure à la date de l'enquête, sont des erreurs qui peuvent sérieusement altérer, je veux dire, l'intégrité des résultats. Les incohérences comme celles qu'on observe avec des dates ou des valeurs illogiques sont un problème fréquent qui peut rendre les données inutilisables. De telles incohérences compromettent la validité des analyses car elles introduisent des contradictions internes qui rendent les conclusions erronées. Les incohérences logiques peuvent causer des erreurs dans les calculs et fausser les interprétations des données, ce qui met en danger la fiabilité des résultats. Et donc, pour traiter ces incohérences, il est important de définir des règles logiques qui permettent de repérer rapidement les erreurs. L'application des règles de cohérence au moment de la collecte des données ou lors du nettoyage des données, je veux dire, permet d'identifier et de corriger les incohérences avant qu'elles n'affectent l'analyse. En ce qui concerne le nettoyage des données, il faut savoir que le nettoyage des données se fait grâce à des algorithmes spécifiques et cela constitue une étape clé de repérer et corriger les incohérences logiques dans les bases de données. Et donc, l'utilisation de ces algorithmes dédiés au nettoyage des données permet d'automatiser la détection des incohérences, ce qui rend le processus plus rapide et plus précis. Et donc, comme outil recommandé, le logiciel R, le nettoyage SPSS, est plus recommandé pour la vérification de la cohérence avec les commandes if. Un autre type d'erreur que nous rencontrons bien souvent après la collecte de données, c'est ce qu'on appelle les doublons, c'est-à-dire des cas qui se répètent en double dans la base de données. Et cela a pour conséquence de pouvoir fausser les statistiques qui sont produites et les résultats in fine qui ressortiront de l'analyse des données. Et donc, comme solution, il faudra tout simplement supprimer ces cas de doublons. Et une fois les doublons identifiés, la consolidation des données, il faut consolider les données. Et cette consolidation des données consiste à fusionner les enregistrements en double après une vérification minutieuse pour garantir les attitudes. Donc, on doit se rassurer exactement de combien de cas qui sont dans cette situation afin de pouvoir les supprimer définitivement de la base. Et donc, voici un exercice que je vous propose. Donc, je vous demande de le faire. On pourra corriger à la session des travaux dirigés. C'est un second exercice. OK. Maintenant, nous passons maintenant au module 2 qui porte sur la collecte et la gestion des données. Collecte, je pense que les collègues sont largement revenus dessus. Donc, les techniques de collecte, je vais passer dessus. Moi, je l'ai mis juste pour un rappel pour que vous puissiez les lire. Mais dans le narratif que je suis en train de produire, je vais passer sous silence cette partie. Je vais plutôt mettre l'accent sur la gestion des données. Donc, est-ce une enquête, ses objectifs, en quoi consiste la collecte de données, l'analyse, voilà, l'analyse des données, bon, c'est exploiter les réponses pour en essayer des tendances et des corrélations. Voilà. Donc, cela a ses avantages. On a des limites qui sont observées. La technique de collecte de données focus groups, c'est une technique dans l'approche qualitative. Qu'est-ce qu'il en est? Le recours ou l'exploitation des données secondaires. Ça, c'est sûr qu'ils en ont parlé.
Parce que, en dehors de la collecte directe avec les individus, il y a l'approche ici de pouvoir exploiter certaines données, certains documents. Ici, dossiers médicaux. Ok, c'est ça. Ben voilà l'exercice encore que je propose sur cette section. Ok. Bon, pour cet exercice, je pense que je dois vous produire une base de données, hein. Donc, je vais vous mettre ça à votre disposition, je pense, quand nous serons à l'étape 6 des travaux dirigés. Ok, je l'ai dit dans les diapos précédentes, et je pense que celui, le formateur qui a donné le cours sur les techniques de collecte est revenu dessus. Aujourd'hui, de plus en plus, on a recours à ce qu'on appelle la collecte assistée par ordinateur, voilà, à travers l'utilisation des applications comme Kobo, ODK. Je vais pas revenir dessus. Bon, cela a des avantages, hein. Comme je l'ai dit, on utilise aujourd'hui de moins en moins les questionnaires papier pour mener les études, en tout cas faire la collecte de données sur le terrain. Et cela a un avantage, hein. Même aujourd'hui, bien vrai que l'approche est d'utiliser les applications sur les tablettes, mais on prend toujours soin de partir avec l'équipe part toujours avec des lots de questionnaires au cas où on aurait quelques problèmes techniques avec les tablettes. On utilise ces formulaires papier le temps après de pouvoir, si possible, les enregistrer sur les tablettes. Mais pour une question de méthodologie rigoureuse, euh, les instructions qui sont données aux enquêteurs, c'est de vraiment tout faire pour avoir la tablette vraiment en bon état, pouvoir faire tout l'enregistrement sur les tablettes. Et donc ici, vous avez un exercice d'application. La gestion des données, des bases de données est une étape essentielle dans le traitement et l'analyse des données collectées. Cette gestion des bases de données procède par trois phases essentielles, notamment la structuration des données, le nettoyage des bases de données et la validation des bases de données. La structuration consiste à organiser les données collectées de manière logique et cohérente pour faciliter l'analyse des données. Et cette structuration procède par des étapes clés. La première, c'est d'abord de créer la variable. Et créer la variable voudrait dire qu'il faut donner un nom à la variable, définir le type de variable, si c'est une variable numérique, c'est une variable catégorique ou bien c'est une variable à caractère textuel. Et aussi définir le format de la variable. C'est-à-dire, pour les variables numériques, il s'agira de dire si ce sont des nombres entiers ou bien des nombres décimaux. Donc là, voilà A comme valeur. Pour les variables qualitatives, il s'agira de dire si les valeurs sont en chaîne de caractères ou bien on a attribué des nombres entiers aux différentes catégories de la variable. Prenons le cas de la variable sexe, qui a deux modalités, masculin et féminin. Et donc, il faudra identifier les différents codes qui sont attribués à ces différentes modalités. Notamment, par exemple, le sexe masculin, on peut lui attribuer le code 1 et puis le sexe féminin le code 2. Donc, c'est autant d'informations qu'il faut pouvoir identifier dans la base de données. L'autre étape importante, c'est l'organisation des données. Il faut disposer les données en ligne pour les observations et en colonne les variables. Il faut aussi documenter les métadonnées. Les métadonnées en statistique sont définies comme des données descriptives qui fournissent des informations sur deux données. Et cela sert à décrire, expliquer le contenu, le contexte, la structure et la qualité d'autres caractéristiques des ensembles de données statistiques.
Et il s'agira de décrire la variable, le nom, le libellé, quelles sont les unités, les codes pour les valeurs. Comme je l'ai dit pour tout à l'heure, je parlais de la variable sexe, à qui on a attribué deux codes, dont, disons, on a deux modalités, masculin et féminin, et pour ces différentes modalités, nous avons attribué des codes. OK? Donc, tout cela rentre dans le cadre de ce qu'on appelle la documentation de ces différentes variables qu'on aura identifiées dans notre base de données. Et aussi, il faut utiliser des logiciels. C'est vrai, on peut utiliser certains logiciels de saisie, mais dès qu'on finit, il faut pouvoir les transférer dans les logiciels qui vont nous permettre de traiter et d'analyser ces données. Quelles sont les bonnes pratiques qu'il faut adopter? D'abord, il faudrait donner des noms courts aux différentes variables qu'on met dans notre base de données. Parce qu'il y a des logiciels qui sont un peu exigeants en termes de nombre de caractères qu'on attribue à chaque variable. Donc, pour une mesure de prudence, il est très souvent conseillé d'attribuer un nom très court, c'est-à-dire en termes de caractères. Vous voyez l'âge ici, c'est une variable qui a 3 caractères. OK? Le 16, 4. Donc, vraiment, il peut arriver, on a souvent des variables qui sont un peu plus longues en termes de caractères. Il faudra les réduire pour permettre une meilleure analyse au niveau du logiciel. OK? Quand je parle de meilleure analyse, c'est dire que le logiciel puisse accepter que cela rentre dans les exigences du logiciel. Et aussi, il faut uniformiser les unités. Et que pour toutes les, on prend le cas de l'âge. Toutes les déclarations de l'âge, il faudrait que cela soit fait en année. Et même si dans le recueil des données, on a des informations qui sont données en mois, si on a adopté que les informations soient en année, il faudrait que toutes ces informations qui sont dans la base soient en année pour faciliter l'analyse des données. Il faut documenter chaque variable dans un dictionnaire de données. Cela consiste à, à créer un document, on peut créer un document ou simplement une table qui décrit de façon détaillée toutes les informations sur la variable, notamment le nom de la variable, le libellé de la variable, le type de variable, donner les différents codes qui sont attribués aux différentes modalités de la variable. Et si possible, s'il y a, on, on s'attend à avoir des valeurs manquantes, il faudrait, s'il y a un code spécifique qui est donné pour les différentes valeurs manquantes, il faudra le spécifier dans ce document. Pourquoi ce document? Bien souvent, quand nous faisons l'analyse des données, nous le faisons avec les différents codes des variables. Et souvent, on a bien et, euh, on est amené à se référer à ce dictionnaire-là pour avoir toutes les informations sur la variable, ne serait-ce même le libellé. Ouais, c'est comme travailler avec le code, à un moment donné, ah, on peut se demander, mais cette variable voudrait dire quoi? Donc, on se réfère à ce dictionnaire de variables-là qui nous détaille un peu toutes les informations clés sur la variable et cela nous permet de faire une meilleure analyse des données. Le nettoyage des données consiste à identifier les erreurs ou incohérences présentes dans la base de données et de les corriger. Et plus spécifiquement, cette étape-là consiste à vérifier s'il y a des doublons dans la base de données. C'est-à-dire s'il y a des données, des informations qui sont répétées, des tas de changements qui sont répétés. Cette étape consiste également à pouvoir identifier s'il y a des valeurs réalistes qui sont dans la base de données. Prenons le cas d'une donnée, d'une information sur l'âge qui est égal à 150 ans. Bon. Cette donnée peut être suspecte et considérée comme une valeur aberrante.
Il faut aussi traiter les données manquantes. Soit on les impute, soit on les exclut ou on les documente. Et aussi, il est important d'uniformiser les formats dans lesquels les données sont présentées. Quand on prenons le cas de la date, ici, voici un format jour, mois, année qui a été identifié. Donc, toutes les informations qui sont en lien avec les dates doivent être inscrites sous ce format. Il y a des méthodes statistiques qui nous permettent de pouvoir identifier ces différents types d'erreurs. Prenons le cas des analyses descriptives, des statistiques qui permettent de faire des analyses descriptives comme la moyenne. Donc, la moyenne représente la valeur moyenne des données, comme on le sait, et une moyenne inhabituelle peut indiquer des valeurs aberrantes qui influencent le calcul, bien évidemment. Prenons un exemple. Si le revenu moyen d'un groupe est extrêmement élevé par rapport aux attentes, cela peut être dû à une ou plusieurs valeurs aberrantes qui sont très élevées. La médiane aussi joue un rôle. Elle indique la valeur centrale des données lorsque celles-ci sont ordonnées. Elle est moins sensible aux valeurs extrêmes que la moyenne et peut aider à repérer des asymétries dans la distribution. C'est-à-dire qu'on parle d'asymétrie, identifier si les données sont symétriques ou reparties de manière équilibrée autour de la moyenne, ou si ces données-là sont déviées d'un côté, ça peut être à gauche ou à droite, par rapport à la moyenne. Généralement, si la moyenne et la médiane d'un ensemble de données numériques diffèrent considérablement, cela peut indiquer une répartition asymétrique et cela peut révéler la présence de valeurs aberrantes. Les fréquences aussi permettent de pouvoir identifier ces cas de données aberrantes. La fréquence compte le nombre de fois qu'une valeur ou une catégorie apparaît. Donc, les fréquences sont particulièrement utiles pour les variables catégoriques. Prenons, par exemple, si une catégorie a une fréquence inattendue, par exemple, une catégorie qui apparaît trop souvent ou jamais, cela peut être dû à des erreurs de saisie ou à un problème de codage. Donc, en résumé, ces différentes techniques que je viens d'évoquer, disons les statistiques descriptives, permettent de repérer les valeurs aberrantes. Ces statistiques aident aussi à identifier des erreurs de saisie, par exemple des zéros ou des valeurs négatives, là où ils ne sont pas autorisés. Et elles mettent aussi en lumière les données manquantes ou mal distribuées. Donc, l'autre technique, en dehors des statistiques descriptives, c'est l'utilisation des graphiques. Donc, il y a certains graphiques qui nous permettent de pouvoir repérer les valeurs aberrantes ou bien des données manquantes. C'est le cas des boîtes à moustaches qui montrent la distribution d'une valeur numérique en mettant en évidence la médiane, les quartiles et les valeurs aberrantes. Si des points isolés sont visibles loin des moustaches, cela signale des valeurs extrêmes qui méritent d'être vérifiées. Il y a aussi les histogrammes qui divisent les données en intervalles ou classes et montrent la fréquence des valeurs dans chaque intervalle. Ils donnent une idée de la forme de la distribution. Si la distribution est symétrique, c'est-à-dire les données sont reparties de façon équitable de part et d'autre de la moyenne, de façon équilibrée, disons, de part et d'autre de la moyenne, ou bien si les données sont plus étalées sur un côté par rapport à un autre, donc ces données-là ont une distribution asymétrique. Une distribution est très asymétrique ou avec des pics inhabituels peut indiquer des erreurs ou des anomalies. Aussi, la présence de trous au niveau des intervalles peut signaler un problème de saisie ou de collecte. Et aussi, nous utilisons les logiciels Excel, R et Python pour pouvoir produire ces statistiques qui nous permettent de pouvoir identifier ces valeurs aberrantes ou manquantes.
Après avoir constitué la base de données, nettoyer cette base, il faut maintenant passer en revue toutes les grandes étapes et valider la base de données. Et donc, la validation garantit que les données sont prêtes pour l'analyse. Ces données sont conformes aux objectifs de recherche et ces données-là sont, en tout cas, sont sans erreur significative. Ce qui voudrait dire qu'il faut vérifier certaines règles logiques, notamment confirmer la cohérence entre les variables. C'est le cas de si la variable âge a été déjà identifiée dans votre base de données. Il faudrait vous rassurer que l'âge, dans le cas de l'âge de l'âge de la mère est supérieur à l'âge de l'enfant. Et cela peut se faire sur plusieurs autres variables comme ça pour pouvoir confirmer cette cohérence-là entre les variables. Donc, pour les variables pour lesquelles cela nécessite une cohérence, il faudrait vérifier que ces différentes cohérences sont observées. Il faudrait aussi se rassurer que les données, toutes les données respectent les formats que vous-même vous avez définis. Tester certaines cohérences statistiques. Donc, cela se fait en utilisant des statistiques pour vérifier la validité des données. C'est le cas des distributions attendues, comme la distribution normale, qui est exigée par certains modèles pour pouvoir produire les statistiques. Et aussi, il faut documenter. Il faut documenter les différentes étapes de la validation. Et il faut conserver les versions propres de la base de données corrigées. Et ça, c'est très important. Une fois que vous avez apuré votre base de données, il faudra conserver cette base originale. Puisque dans la suite, vous aurez à travailler sur cette base. Il y a des modifications qui peuvent être apportées. Et donc, il est toujours intéressant d'avoir la base originale quelque part. Parce que bien souvent, dans le traitement, on peut faire certaines erreurs et il est souvent nécessaire de recourir à la base de départ. Donc, il est toujours conseillé de stocker quelque part la base originale. Il faut vérifier que tous les âges sont dans une fourchette plausible, s'assurer que les données catégoriques n'incluent que les catégories prévues. OK. Voici un exercice que je vous soumets. Donc, il faudra le traiter et nous allons le corriger ensemble lors de la session des TD. Et donc, je pense que ici, vous aurez besoin d'une base de données. Je pense que je vais vous fournir cette base de données-là euh, avant cette section des travaux dirigés. Le module 3 porte sur les statistiques descriptives et la visualisation des données. À la fin de ce module, on s'attend à ce que les apprenants maîtrisent les méthodes d'analyse descriptive et explicative, également qu'ils maîtrisent les paramètres de l'analyse descriptive, le calcul, disons, des paramètres de l'analyse descriptive et aussi de l'analyse explicative. Et donc, il s'agira de présenter les méthodes d'analyse descriptive et explicative et aussi les méthodes de visualisation des résultats. Donc, en termes de méthodologie, ce sont des présentations théoriques et qui seront suivies des exercices pratiques. L'analyse statistique des données quantitatives se subdivise en trois parties. La première, c'est l'analyse descriptive qui a pour but de décrire, c'est-à-dire de résumer ou de représenter ou expliquer les données. L'analyse inférentielle est un ensemble de méthodes permettant de généraliser à l'échelle de la population des conclusions tirées à partir des données d'un échantillon. Et l'analyse prédictive est un ensemble de méthodes qui utilisent à la fois des données actuelles et historiques permettant de créer
hypothèses et prédictions sur des événements futurs. L'analyse descriptive a pour objectif de résumer, organiser et décrire les données collectées afin d'en extraire des informations essentielles et d'en faciliter la compréhension. Ce type d'analyse peut porter sur une seule variable, ce qu'on appelle analyse univariée. Elle peut porter sur les relations entre deux variables, c'est-à-dire une variable dépendante et une variable indépendante. Et faire l'analyse sous cet angle-là, c'est l'analyse bivariée. L'analyse descriptive peut également porter sur les relations entre plus de deux variables. Quand on le fait, nous sommes dans l'analyse multivariée. L'analyse univariée se fait si les données ne sont relatives qu'à une seule variable. Et je l'ai dit, on parle de statistiques descriptives univariées, que celles-ci soient quantitatives ou qualitatives. L'analyse univariée a pour but de décrire et mesurer la répartition des valeurs que peut prendre une variable. On appelle la répartition des valeurs d'une variable la distribution, que l'on peut approximativement voir dans un histogramme. L'analyse univariée procède par la distribution des fréquences, le pourcentage, la distribution des fréquences cumulées, la mesure des tendances centrales ou de position, c'est-à-dire la moyenne, le mode, la médiane, par la mesure de variation de dispersion par rapport à la moyenne. Donc, les statistiques utilisées sont l'étendue, la variance des quartiers. Et l'analyse univariée procède aussi par la mesure d'asymétrie, qui se fait à travers par le coefficient d'asymétrie. Donc, qu'est-ce qu'il en est de la distribution des fréquences? Une distribution est une fonction qui associe une fréquence d'apparition à une classe de valeurs. Cette fonction permet de résumer l'information contenue dans un ensemble de données. La distribution des fréquences peut indiquer soit le nombre réel d'observations s'inscrivant dans chaque intervalle ou le pourcentage d'observations. Dans le dernier cas, la distribution s'appelle une distribution de fréquences relative. La distribution des fréquences peut être représentée sous forme de graphique ou de tableau. La distribution des fréquences cumulées est une méthode statistique qui permet de représenter la progression des effectifs ou des proportions d'une variable en fonction de ses classes. Elle s'obtient en additionnant successivement les fréquences des différentes classes, permettant ainsi de calculer le total accumulé. Ainsi, la fréquence cumulée d'une classe représente le total des observations ou des proportions correspondant à cette classe et à toutes les classes qui la précèdent. C'est pourquoi il est écrit ici que la fréquence consiste à calculer le pourcentage de la fréquence cumulée dans chaque intervalle. Concernant les paramètres de position ou de tendance, il faut noter que les distributions de variables dans les données du monde réel sont rarement constantes ou uniformes. Elles exhibent ce qu'on appelle une tendance, c'est-à-dire une valeur autour de laquelle se retrouve la majorité des individus. Si la forme de la distribution est suffisamment régulière, cette tendance peut servir de résumé statistique de la variable de la population. Les mesures de tendance centrale visent à identifier la valeur la plus représentative d'un ensemble de données, c'est-à-dire le centre de la distribution. Trois mesures sont habituellement utilisées. Première, c'est la moyenne arithmétique, qui consiste à calculer la somme des valeurs et la diviser par le nombre de valeurs. La deuxième mesure, c'est la médiane, qui est le point milieu
lorsque toutes les valeurs sont classées par ordre croissant. Et la troisième mesure, c'est le mode, qui est la valeur la plus typique de l'ensemble, c'est-à-dire celle qui apparaît le plus souvent. La moyenne arithmétique se définit comme la somme des valeurs observées divisée par le nombre total d'individus dans la population. Ici, l'exemple qui est donné nous amène à avoir une moyenne de 745,3 en divisant le total de 7453 par le nombre d'observations qui est 10. Et à votre droite, vous avez la distribution des décès par année. Donc, nous avons au total 10 observations qui sont ici déclinées en années. Par année, on a le nombre de décès. Et on a un total de décès de 7453 qu'on divise par le nombre d'observations ici qui est le nombre d'années. Donc, pour les 10 ans, nous avons pu observer 7453 décès. Donc, on aura en moyenne combien de décès par année, ce qui donne 745,3 décès par année. La moyenne a pour avantage que chaque valeur compte dans le calcul. Et comme inconvénient, elle est sensible aux valeurs extrêmes. Il n'y a pas de signification directe sur les valeurs quantitatives discrètes. C'est-à-dire, lorsqu'on calcule souvent la moyenne sur les valeurs discrètes, le résultat trouvé est difficilement interprétable. Prenons le cas du nombre moyen d'enfants qu'une femme a. La déclaration du nombre d'enfants, elle est connue. Une femme peut déclarer entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 enfants. Mais quand on prend un ensemble de femmes, on calcule la moyenne, on peut se retrouver à 5,4 enfants. 5,4 enfants. Il n'y a pas de demi-enfants ou même d'enfants à des nombres à virgule. Donc, c'est de ça il s'agit. Donc, pour y remédier, on nous conseille d'utiliser un autre estimateur qui est la médiane. La médiane est la valeur qui partage une série de valeurs en deux sous-ensembles d'égal effectif. Le tableau ici présent présente une série de données ordonnées. Je dis bien ordonnées, si vous le remarquez bien. Nous partons de 24 jusqu'à 27. C'est dans notre croissant. Donc, le tableau présente une série de données ordonnées concernant des temps mesurés en secondes. Ce tableau contient 7 valeurs, donc n ici égale à 7, qui est un nombre impair. Et pour un nombre impair, la formule est la suivante. C'est le nombre de n plus 1 divisé par 2. Et donc ici, la médiane se trouve à la 4e position. Et la valeur qui est à la 4e position, disons au rang 4, c'est 25,6 secondes. Et donc, selon l'interprétation qu'on donne à la valeur, à la médiane, disons, qui est une valeur qui divise les données en deux groupes égaux. Donc, ici, le groupe inférieur, c'est-à-dire les valeurs inférieures égales à 25,6, comprennent les données 24,1, 25, 25,2. Et l'autre groupe, c'est le groupe qui ont des valeurs supérieures égales à 25,6, qui est la valeur médiane. Donc, ce groupe supérieur-là contient les valeurs de 25,7, 26,1 et 27,8. Et donc, ici, on dira que le temps médian
est de 25,6 secondes. Ou encore la moitié des temps mesurés est inférieur ou égal à 25,6 secondes. La médiane a pour avantage que souvent, elle est plus pertinente que la moyenne. Elle est peu sensible aux valeurs extrêmes. Quelques valeurs très fortes ou très faibles ne modifient pas sa valeur. Elle s'interprète facilement. Comme elle divise en deux la distribution, un individu sur deux a une valeur inférieure ou restrictivement supérieure à la médiane. Et comme inconvénient, elle ne dépend pas de toutes les observations. La modification d'une seule valeur n'entraîne pas nécessairement la modification de la médiane. Le mode a pour avantage qu'il est peu sensible aux valeurs extrêmes, donc il est moins sensible que la moyenne. Il s'interprète facilement, c'est-à-dire c'est la situation la plus fréquente dans la population. Ça, c'est sa définition. Et comme inconvénient, le mot ne dépend pas de toutes les observations, c'est-à-dire la modification d'une seule valeur n'entraîne pas une modification du mot. Le mot d'une variable est la valeur la plus fréquente de la dite variable. C'est la valeur la plus typique de l'ensemble, c'est-à-dire ce qui apparaît le plus souvent. Dans l'exemple du tableau, qui présente le nombre de visites prénatales réalisées par un certain nombre de femmes enceintes. Et donc, pour rappel, le mode est la valeur qui apparaît le plus fréquemment dans un ensemble de données. Les nombres de visites prénatales possibles sont 1, 2, 3 et 4. Et le nombre de femmes enceintes pour chaque visite prénatale est donné. Pour la visite 1, nous avons 7 femmes. Visite 2, nous enregistrons 12 femmes. Pour la visite 3, 7 femmes. Et la visite 4, 6 femmes. Ici, le mode correspond au nombre de visites prénatales le plus fréquent. Et donc, la valeur la plus élevée dans la colonne nombre de femmes enceintes est 12, ce qui correspond à 2 visites prénatales. Et donc, en conclusion, le mot du nombre de visites prénatales est 2 visites, car c'est le nombre de visites réalisées par le plus grand nombre de femmes, ici qui est 12. En ce qui concerne les paramètres de dispersion, il faut retenir que la dispersion désigne la façon dont les valeurs des variables des individus d'une population s'écartent de leur tendance. Pour obtenir une meilleure description d'un ensemble de données, il faut également une mesure de l'étalement des valeurs autour du centre. C'est ce qu'on appelle la dispersion. Les mesures de dispersion s'appliquent uniquement aux variables numériques. Ça, c'est très important. Donc, ce paramètre-là, il est calculé seulement que pour les variables quantitatives. L'étendue, qui est la différence entre la plus petite valeur et la plus grande. L'écart interquartile, qui est un paramètre de dispersion, il est défini comme l'étendue de 50% des données qui sont au centre de la distribution. La variable est l'écart élevé au carré moyen entre chaque donnée et le centre de la distribution. Donc, la variable mesure un peu la dispersion des différentes valeurs de la variable. Donc, plus la variance est élevée, plus les données sont dispersées. Les données de la variable là sont dispersées. Quand je parle de données de la variable, les informations qui renseignent la variable là sont dispersées. Et plus la variance est petite, plus les données les informations sont moins dispersées. Et les cas types, c'est la racine carrée de la variance. La variance et les cas types. Donc, la variance et les cas types rendent compte de la dispersion de la variable autour de sa moyenne. On peut les interpréter comme une quantité moyenne d'écart entre les valeurs des individus et la valeur moyenne. Mathématiquement, la variance est définie comme la somme des écarts carrés à la moyenne rapportée à l'effectif. Les cas types est la racine carrée de la variance. Donc, vous avez la formule qui est devant vous.
On l'utilisera au moment du calcul, mais il faut rappeler aujourd'hui que les logiciels nous facilitent la tâche. Il suffit d'identifier la variable et si vous avez les données, vous aurez à calculer, vous aurez le calcul de votre paramètre. Ce qui est important, c'est de pouvoir l'interpréter. C'est ce qu'on attend de vous en tant que chercheur. Les quantiles, c'est pas une population à n classes d'égal effectif. Donc, pour n égale à 4, on parle de quartile. Donc, chaque classe ici contient 25% de la population. Pour le nombre de classes qui est égal à 10, chaque classe contient 10% de la population. Et puis, réellement, il y a aussi les centaines pour lesquelles chaque classe contient 1% de la population. Les centiles regorgent un ensemble de classes qui est égal à 100. Et donc, en détail, les quartiles d'une variable x sont trois valeurs. Donc, nous avons le Q1, le Q2, le Q3 qui séparent la population en quatre classes d'égal effectif selon la valeur de la variable. Donc, 25% des valeurs de x sont strictement inférieures à Q1. 50% des valeurs de x sont strictement inférieures à Q2, qui est la médiane. Et 75% de x sont strictement inférieures à Q3. Les déciles sont des mesures de position qui divisent une distribution ordonnée en 10 classes égales. Chaque classe représente 10% des observations totales. Il permet d'analyser la répartition d'une variable quantitative et de comprendre comment les valeurs sont distribuées dans une population. Il y a 9 déciles, notés Q1, Q2, Q3 jusqu'à Q9, qui séparent la population en 10 groupes. Et chaque groupe contient 10% des observations. C'est-à-dire, le Q1, qui est le premier décile, correspond à la valeur en dessous de laquelle se trouvent 10% des données ou bien des observations. Le Q2, qui est le deuxième décile, correspond à la valeur en dessous de laquelle se trouvent 20% des données. Le Q9, qui est le neuvième décile, correspond à la valeur en dessous de laquelle se trouvent 90% des données. Et les déciles ont un lien avec la médiane. Le cinquième décile, c'est-à-dire le Q5, est équivalent à la médiane, car il divise la distribution en deux groupes égaux, 50% en dessous et 50% au-dessus. Dans le groupe des quantiles, nous avons les écarts interquartiles et les interdéciles. Donc, l'écart interquartile qui est une étendue des valeurs de Q3 à Q1, et cette étendue représente 50% des valeurs de la population les plus proches de la médiane. C'est un indicateur de la dispersion centrale des données qui exclut les valeurs extrêmes. Comme interprétation, plus l'écart est grand, plus les données autour de la médiane sont dispersées. Et il est utilisé pour identifier la concentration des données ou détecter la présence de valeurs aberrantes. Quant à l'écart interdécile, il mesure l'étendue des 80% de la population les plus proches de la médiane, en éliminant les 10% les plus faibles et les 10% les plus élevés. Et l'écart interdécile, il est souvent utilisé pour avoir une mesure plus large de dispersion que l'écart interquartile, tout en minimisant
l'impact des valeurs extrêmes. C'est un indicateur pertinent pour les distributions asymétriques. Quels sont les avantages et les inconvénients des quantiles? Comme avantage, les quantiles sont peu sensibles aux distributions aplaties et aux valeurs extrêmes. L'écart interquantile est plus robuste que l'écart type aux valeurs extrêmes. Comme inconvénient, le calcul des quantiles peut s'avérer délicat pour les variables quantitatives discrètes. Et les écarts interquantiles négligent l'influence des valeurs extrêmes sur la distribution, ce qui entraîne le risque de passer à côté d'individus et d'événements critiques. Aussi, les écarts interquantiles sont partiaux. L'écart interquantile néglige 50% de la population. La statistique bivariée s'intéresse à l'étude de la relation entre deux variables quantitatives. L'objectif est de déterminer si une association existe entre elles et de quantifier cette liaison. Et pour le faire, le coefficient de corrélation des personnes est l'un des outils les plus utilisés pour cette analyse. Ce coefficient de corrélation des personnes est une mesure statistique qui quantifie l'intensité et la direction de la relation linéaire entre les deux variables quantitatives X et Y. Et ce coefficient de corrélation de personnes varie entre -1 et 1. Aussi, on attend par statistique bivariée l'étude des relations, pas seulement entre deux variables quantitatives, mais cette relation-là peut se faire entre une variable quantitative et une variable qualitative. Les tests statistiques utilisés dépendent de la nature des variables. Pour l'interprétation du coefficient de corrélation des personnes, lorsqu'on on étudie une liaison entre deux variables quantitatives, c'est présent comme suit. Lorsque le coefficient de corrélation des personnes est proche de 0, c'est-à-dire que cela voudrait dire qu'il n'y a pas de liaison, et donc les variables sont indépendantes l'une de l'autre. Si le coefficient de corrélation des personnes est positif, cela voudrait dire que les variables ont tendance à varier dans le même sens, c'est-à-dire que quand l'une des variables augmente, c'est que l'autre tend aussi à augmenter. Si le coefficient il est négatif, cela voudrait dire que les deux variables évoluent en sens inverse, c'est-à-dire lorsqu'une variable augmente, l'autre tend à diminuer. Mais attention, ce coefficient de personne est très sensible à l'extrême et il ne rend pas bien compte des relations non linéaires. Vous comprenez pourquoi, en entame de toute analyse, il est important de pouvoir contrôler et supprimer, si possible, ces valeurs aberrantes qu'on aura observées dans la base de données. Comme exemple de mesure de la liaison entre deux variables quantitatives, il s'agit ici de chercher à savoir est-ce qu'il y a un lien entre l'âge et le nombre de jours d'absence. Vous voyez que les deux variables mises en exergue sont des variables numériques. La mesure de la relation entre deux variables qualitatives se fait avec la statistique de Qui2 et cette relation est sous-tendue par des hypothèses. La première, c'est l'hypothèse nulle qui stipule qu'il n'y a pas de relation entre les deux variables qualitatives. Et l'autre hypothèse, qui est l'hypothèse alternative, qui stipule qu'il y a une relation entre ces deux variables. Et la détermination du Qui2 et la p-value permet d'accepter ou de rejeter l'hypothèse nulle. Qu'en est-il de l'interprétation du p-value, qui est très important, qui nous permet de dire s'il y a une relation entre ces deux variables qualitatives ou pas. Donc, lorsque, après avoir calculé le Qui2
on associe le p-value. Lorsque le p-value est supérieur ou égal à 5%, on peut confirmer que il y a, il n'y a pas de relation entre les deux variables qualitatives. Mais lorsque le p-value il est inférieur à 5%, mais le p-value il est inférieur à 0,05%, on rejette l'hypothèse nulle et on affirme que au risque de 5% de se tromper, il y a une relation entre les deux variables qualitatives qui sont mises en essai. Ici, voici un exemple ici, juste les variables qui sont identifiées. On souhaiterait mesurer la relation entre le sexe et les niveaux d'éducation plus élevés. C'est-à-dire, est-ce que le niveau d'éducation est fonction du sexe? Est-ce que les hommes ont tendance à avoir un niveau d'éducation plus élevé que les femmes? Ça, c'est la question qui est posée et les données pourront nous permettre de pouvoir confirmer ou infirmer l'hypothèse on aura formulée. Dans les analyses statistiques, lorsqu'on examine la relation entre une variable qualitative catégorielle et une variable quantitative, il existe plusieurs tests statistiques adaptés en fonction du nombre de groupes de la variable qualitative. En règle générale, une variable indépendante est la variable qui catégorise les groupes. Par exemple, ça peut être des sexes, ça peut être le type de traitement. C'est dans le cas d'une maladie. Et la variable dépendante, c'est la variable mesurée qui varie entre les groupes. Par exemple, le salaire ou bien la performance. Dans le cadre de l'exemple ici qui est mentionné, le sexe, qui est la variable catégorielle, pourrait être lié à une variable quantitative telle que le salaire. Et donc, le but de l'analyse serait de vérifier si les différences de salaire varient significativement entre les sexes, entre les deux sexes. Le test TD Students est utilisé pour comparer les moyennes de deux groupes distincts. Par exemple ici, comparer les salaires des hommes et des femmes. Et il faut savoir que ce test est approprié lorsque la variable indépendante a seulement deux catégories, comme dans notre cas ici le sexe, qui a deux catégories, hommes et femmes. Et la variable dépendante, qui est ici le salaire. L'ANOVA est utilisée lorsque on a plus de deux catégories au niveau de la variable qualitative. Ici, nous avons le sexe. Bon, on peut peut-être prendre le niveau d'instruction où on a les deux modalités. Donc, pour mesurer la relation entre le niveau de salaire et le niveau d'instruction, on pourrait utiliser ici l'ANOVA pour comparer la variation du salaire entre les différents niveaux d'instruction. Après l'analyse bivariée, nous allons définir ce que c'est que l'analyse multivariée. Il faut retenir que l'analyse multivariée regroupe les méthodes statistiques qui s'attachent à l'observation et au traitement simultané de plusieurs variables statistiques en vue d'engager une information synthétique pertinente. Donc, de façon plus simple, au niveau de l'analyse bivariée, nous utilisons deux variables que nous comparons en termes de liaison. Mais ici, nous allons, l'analyse multivariée porte sur plus de deux variables. Et deux grandes catégories de méthodes d'analyse statistique multivariée existent. Ce sont les méthodes dites descriptives et les méthodes dites explicatives. Les méthodes descriptives aident à situer et résumer un ensemble de données issues de plusieurs variables sans privilégier particulièrement l'une de ces variables. Par contre, les méthodes explicatives tentent d'expliquer l'une des variables, c'est-à-dire la variable dépendante,
à l'aide d'autres variables dites variables explicatives ou variables indépendantes. Dans les méthodes descriptives, toutes les variables sont prises en compte au même niveau. C'est-à-dire que toutes les variables contribuent de manière équitable et simultanée à l'analyse, sans qu'une hiérarchie ou une relation de cause à effet soit imposée a posteriori. Ce qui est différent au niveau de l'analyse explicative, où les variables ne sont pas prises en compte au même niveau. Il y a une certaine hiérarchie, il y a des variables qu'on veut expliquer à l'aide de variables explicatives. Et comme exemple de méthode descriptive, vous avez les analyses en composants principales, les analyses factorielles de correspondance. C'était que cela. Et comme méthode explicative, vous avez les méthodes de la régression multiple et la régression logistique. Voici quelques logiciels usuels d'analyse des données. C'est du SPSS, Stata R. Vous n'êtes pas obligé de maîtriser tous ces logiciels pour avoir une préférence. Un logiciel que vous maîtrisez très bien. En termes d'exercice, voici un exercice que je vous propose encore. Je pense que je dois vous fournir des informations qui vont vous permettre de pouvoir faire cet exercice. Et comme je l'ai déjà dit, vous pouvez faire cet exercice bien avant qu'on ait la section dédiée à cela. Donc, je dois vous transmettre aussi les données à partir desquelles vous pouvez faire cet exercice. Qu'est-ce qu'il en est de la visualisation des données? Il faut retenir que la visualisation des données est le processus de représentation graphique des données pour faciliter l'interprétation. Et donc, comme type de graphique durement utilisé, vous avez les histogrammes qui permettent de distribuer les fréquences d'une variable continue. Nous avons les diagrammes en bas qui permettent de comparer les catégories d'une variable discrète et les boîtes à moustaches qui permettent de résumer, identifier les valeurs aberrantes. Pour l'analyse bivariée, vous pouvez utiliser les nuages de points qui met en relation les deux variables continues. Le diagramme en secteur est généralement appelé camembert, qui est beaucoup utilisé pour représenter les différentes catégories des variables catégorielles. En ce qui concerne les graphiques pour l'analyse multivariée, vous avez le diagramme en bâton empilé pour comparer plusieurs groupes. Vous avez la charte de couleur heatmap qui permet de visualiser des relations entre plusieurs variables. Et il y a des bonnes pratiques qu'il faut observer. Lorsque vous êtes à cette étape de pouvoir présenter les données, il faut utiliser des titres clairs et des étiquettes explicites. Généralement, quand vous produisez la carte ou bien le tableau, vous n'êtes pas toujours là devant le lecteur. Et donc, il vous est demandé vraiment d'être assez précis pour que ce dernier n'ait pas nécessairement recours à vous lorsqu'il a la synthèse de vos données à sa possession. Il faut éviter les graphiques surchargés ou difficiles à lire. Il faut choisir un type de graphique adapté à la nature des données. Ici, vous avez un exercice d'application. Le module 4, je pense, c'est le dernier module qui porte sur l'analyse statistique inférentielle. L'idée ici, c'est de pouvoir généraliser les résultats que nous obtenons sur la base d'un échantillon d'une sous-population. Donc, comme objectif du module, à la fin, il faudrait que les apprenants puissent maîtriser les mots-clés de l'analyse inférentielle, maîtriser les techniques de ce type d'analyse. Et le module est constitué de la présentation de mots-clés de ce type d'analyse, la présentation des techniques d'analyse différentielle et les outils et logiciels recommandés. Et la méthodologie est la même que les modules précédemment présentés. Il s'agira de faire des présentations théoriques qui sont suivies
par des propositions d'exercices pratiques. L'analyse inférentielle fait appel à des outils mathématiques pour estimer les caractéristiques d'une population. Cela permet de donner des valeurs approximatives pour des paramètres de la population, comme la moyenne ou la proportion. Donc, à partir de la moyenne recueillie, bien calculée sur une sous-population, on estime la moyenne de la population en général, ou bien la proportion par rapport à une prévalence d'une maladie. Et l'analyse inférentielle, à l'aide des outils mathématiques, permet aussi de tester des hypothèses. Ceci permet de vérifier la validité d'une hypothèse formulée sur une population en utilisant les données disponibles. Et enfin, l'analyse inférentielle, à l'aide des outils mathématiques, permet de mesurer la fiabilité des résultats. Ceci aide à quantifier l'incertitude des estimations réalisées en mesurant la précision des conclusions tirées à partir de l'échantillon. Et quels sont les éléments fondamentaux sur lesquels se base ce type d'analyse? Il y a d'abord la population. La population qui est définie ici comme l'ensemble complet des individus ou des observations qui sont l'objet de l'étude. C'est à partir de cette population que l'on souhaite faire des généralisations. L'échantillon est considéré comme un sous-ensemble de la population sélectionné pour l'étude. L'échantillon est utilisé pour tirer des conclusions sur la population entière. L'analyse inférentielle se fait sur la base de paramètres, de calcul de paramètres statistiques. Les paramètres, ce sont des valeurs qui décrivent la population dans son ensemble, comme la moyenne ou la proportion. Ces valeurs sont souvent inconnues et doivent être estimées. Les statistiques, ce sont des valeurs calculées à partir de l'échantillon, utilisées pour estimer les paramètres de la population. L'inférence statistique, notamment les estimations, il s'agit pour les estimations de fournir une valeur approximative d'un paramètre à partir des données observées dans l'échantillon. Donc, c'est le cas, on peut estimer la moyenne, on peut estimer la proportion. Et on a aussi recours au test d'hypothèse qui consiste à tester si une hypothèse formulée sur la population est compatible avec les données observées dans l'échantillon, ce qui permet de déterminer si l'on peut accepter ou rejeter l'hypothèse initiale. En ce qui concerne le concept d'estimation, il faut retenir que pour l'estimation ponctuelle, il s'agit d'une seule valeur, unique, calculée à partir de l'échantillon, que l'on utilise pour estimer un paramètre de la population. Donc, prenons le cas, ça peut être la moyenne de l'échantillon, qui est utilisée pour estimer la moyenne de la population. C'est une estimation directe, mais qui ne donne pas d'indication sur la précision de l'estimation. L'autre paramètre, l'autre concept, c'est l'estimation par intervalle de confiance. Plutôt que de donner une seule valeur, l'estimation par intervalle de confiance fournit un intervalle dans lequel le paramètre réel de la population a une forte probabilité de se trouver. Par exemple, un intervalle de confiance de 95% signifie que nous sommes 95% confiants que le paramètre de la population se situe dans cet intervalle. Cela permet de mieux quantifier l'incertitude liée à l'estimation. Pour le concept des tests d'hypothèse, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Lors d'un test d'hypothèse, nous formulons deux hypothèses. L'hypothèse nulle, c'est l'hypothèse de départ qui stipule qu'il n'y a pas d'effet ou de différence significative. Par exemple, on pourrait supposer qu'il n'y a pas de différence dans les moyennes entre deux groupes. Et comme alternative, en termes d'hypothèse, c'est l'hypothèse alternative. C'est le nom qu'on lui donne. C'est l'hypothèse qui stipule qu'il y a un effet ou une différence. Si les données observées montrent que l'hypothèse nulle est peu probable, on rejette l'hypothèse nulle, c'est-à-dire l'hypothèse A0, et on accepte l'hypothèse alternative ou l'hypothèse H1, ce qui signifie qu'il y a un effet ou une différence
significative. Donc ici, revenons un peu sur les différentes étapes pour le test d'hypothèse. Donc, en première étape, il faut définir les hypothèses. Donc, définir l'hypothèse nulle, c'est-à-dire c'est l'hypothèse de départ qui suppose qu'il n'y a pas d'effet ou de différence significative. Et l'hypothèse alternative qui stipule qu'il y a un effet ou une différence. C'est une différence. Et c'est ce que nous cherchons bien souvent à prouver lorsque nous faisons le test. Et après avoir défini les hypothèses, il faut choisir un test statistique. Donc, ce test-là, le choix se fait selon le type de données ou la question posée. Et le test de student unity test est utilisé pour comparer les moyennes de deux groupes. Et on utilise les tests de Q2 pour comparer la relation entre deux variables qualitatives et deux variables catégorielles. Et après, il faut pouvoir fixer un seuil de significativité. Et le seuil qui est généralement utilisé, c'est alpha égale à 0,05 ou bien le p-value inférieur à 0,05. Le test de significativité représente la probabilité maximale d'accepter tort l'hypothèse alternative. Donc, un seuil de 0,05% signifie que nous sommes prêts à accepter la probabilité de 0,5% et que les variables observées sont dues au hasard. C'est-à-dire lorsque le p-value est supérieur à 5%, on suppose que les résultats obtenus, la relation observée peut être due au hasard. OK. Et donc, après avoir fixé le seuil de significativité, il faut calculer la statistique du test et la comparer à la variable critique ou le p-value. Voilà. Et donc, une fois le test choisi, on calcule la statistique du t-test. Par exemple, la statistique pour un t-test. Ensuite, on compare cette statistique à une valeur critique que j'ai appelée p-value. Donc, on calcule le test comme le pi carré. Je ne prends que cet exemple. Et maintenant, on associe le p-value. Et donc, ce p-value qui est alpha ici, s'il est inférieur à 5%, on peut accepter et rejeter l'hypothèse et accepter qu'il y ait une relation entre les deux variables. Ici, je vous présente les tests, les types de tests courants. Ce sera un rappel pour certains tests que nous avons déjà vus, mais la répétition est pédagogique. Et donc, le petit test est utilisé pour comparer les moyennes de deux groupes. Ce test peut être appliqué lorsque les groupes sont indépendants, c'est-à-dire les groupes ne sont pas liés, comme par exemple, comparer les moyennes de deux populations distinctes. Et lorsque ces groupes-là sont appariés, c'est-à-dire les données sont liées, comme par exemple, comparer les données avant et après un traitement dans le même groupe de personnes. Et l'ANOVA est utilisée pour comparer les moyennes de plus de deux groupes. Okay? Et donc, après ce test, il faut pouvoir faire la comparaison des proportions avec les tests de Q2. Ce test sert à vérifier si deux variables catégorielles sont indépendantes ou associées. Par exemple, il peut être utilisé pour tester si le sexe est associé au choix d'une méthode contraceptive dans une population donnée. En ce qui concerne les relations entre variables, nous pouvons utiliser la régression linéaire qui permet de déterminer la relation entre deux variables quantitatives. Par exemple, elle peut être utilisée pour étudier l'impact de l'âge sur le revenu. La corrélation mesure la force et la direction de l'association entre deux variables. Cela peut être utilisé pour comprendre, par exemple, si une augmentation de l'éducation est associée à une augmentation des revenus. En ce qui concerne la puissance statistique et erreur, il faut savoir que l'erreur de type 1 se produit lorsque nous rejetons l'hypothèse nulle, alors qu'elle est en réalité vraie. En d'autres termes, nous croyons qu'il y a un effet alors qu'il n'y en a pas. L'erreur de type 1 est contrôlée en choisissant un seuil de significativité type alpha, toujours égal à 0,05%. L'erreur de type 2 se produit lorsque nous ne rejetons pas l'hypothèse nulle alors qu'elle est fausse. Autrement dit, nous manquons un effet réel.
Et cette erreur de type 2 dépend de plusieurs facteurs, dont la taille de l'échantillon et l'effet réel à détecter. La puissance du texte est la probabilité de détecter un effet réel si cet effet existe réellement. Plus la puissance est élevée, plus nous avons plus de chances de détecter des différences ou des relations significatives. C'est ce qui est souhaité. La puissance est généralement augmentée par l'augmentation de la taille de l'échantillon ou l'utilisation des tests plus sensibles. Ben, ici, c'est un exercice d'application. Le module 5 porte sur la présentation et l'interprétation des résultats. Donc, l'objectif, c'est de vous amener à apprendre les principes d'une bonne présentation des résultats. Et comme contenu, je vais présenter quelques principes clés d'une bonne présentation, les formats courants de présentation, techniques pour une meilleure compréhension des résultats et pour la méthodologie, c'est la même présentation théorique sur l'exercice. Ici, je crois que je n'ai pas mentionné l'exercice pratique. Et donc, quels sont les principes clés pour une bonne présentation? Il faudrait que le document respecte un certain nombre de critères, dont la clarté, pour situer les résultats en session bien logique, pour utiliser des titres qui soient explicites. Il faudrait aussi que le document reflète la simplicité, c'est-à-dire éviter des détails inutiles ou les thèmes techniques excessifs. Il faut fournir des légendes lorsque on produit des cartes ou des figures et des annotations claires. Il faudrait aussi que le document, le rapport produit soit pertinent, c'est-à-dire se concentrer sur les résultats répondant aux questions de recherche ou de l'étude. Donc, il faut mettre vraiment l'accent sur les résultats importants qui répondent aux différentes questions de recherche ou objectifs qu'on s'est donné euh, en début de recherche ou bien mentionné dans le protocole. Et il faudrait aussi faudrait utiliser un langage accessible, voilà, pour les non spécialistes, même dans l'écrit. C'est vrai, faut un langage soutenu, mais il faut aussi que le langage, en tout cas, soit accessible aux non spécialistes. Et bien aussi, il faut approfondir les analyses pour un public technique. Ouais, donc il y a ce challenge aussi qu'il faut pouvoir répondre. En ce qui concerne les formats courants de présentation, ce qui est des tableaux, il faudrait que les tableaux résument les données sous forme de lignes ou de colonnes. Euh, Présenter les statistiques descriptives, des résultats d'analyse ou des comparaisons. Il y a déjà quand vous parcourez les rapports d'experts déjà établis, donc vous pouvez référer à cela pour voir un peu comment est-ce que les tableaux sont présentés. Aussi, concernant les graphiques, vous aurez recours à présenter des données sous forme d'histogramme. Donc, il faut voir usuellement comment est-ce que les histogrammes sont présentés, les diagrammes en bas, les graphiques linéaires, les nuages de points. Aussi, de plus en plus, on a recours à des infographes quand on finit de produire les tableaux, d'élaborer les figures. Ils mettent là vraiment sous un format beaucoup plus attrayant et c'est toujours intéressant de recourir à ces spécialistes-là lorsqu'on finit d'élaborer nos rapports. Il est conseillé de pouvoir relier les résultats que vous obtenez par rapport aux objectifs que vous êtes fixés au départ. Aussi, il est conseillé de faire ressortir les résultats les plus significatifs. Bien souvent, ce sont les résultats, quand on s'en tient aux tests statistiques, qui ont une plus-value inférieure à 5%. Et il est aussi bon de pouvoir ressortir les tendances générales. Et si bien évidemment il y a des résultats inattendus, vous les faites ressortir, mais il faut les documenter. Et à la fin des résultats que vous obtenez, il faut pouvoir faire des recommandations à l'endroit des chercheurs, à l'endroit des décideurs. Et aussi, n'oubliez pas de mentionner s'il y a des limites de votre étude. Je vous remercie.